Bienvenue à ce nouvel épisode de Passion MLB, le podcast épisode numéro 25 déjà. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur une base régulière et qui nous écouteraient pour la première fois. C'est toujours un plaisir là, de partager cette passion-là du baseball avec un peu tout le monde, que ce soit en live sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube les jeudis soirs à 20h pour ceux qui veulent nous écouter en direct, venir nous poser des questions, ou que ce soit pour ceux qui nous écoutent à un autre moment avec un podcast téléchargé sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, merci d'être à l'écoute de Passion MLB, le podcast. Charles-Alexis Brisebois ici à l'animation, en compagnie cette semaine du collègue Sébastien Berroir, comme à chaque semaine. Mon cher Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien. Déjà 25 épisodes, un quart de la centaine. Ça va vite. Oui. J'allais dire un quart de siècle, mais c'est non, Ouais, non, là. c'est 25, c'est juste 25 semaines quand C'est ça. même. On va se Ça remonte calmer au un camp peu. d'entraînement. C'est pas si vieux que ça comme podcast. Et Pascal Harvey, qui est là cette semaine avec nous. Pascal qui nous rejoint une fois de temps en temps et qui nous fait l'honneur de sa présence cette semaine. Merci d'avoir accepté l'invitation, Pascal. Ça fait toujours un grand plaisir d'être avec vous, messieurs. On a des commentaires de mon père, de Jean-Michel Gauthier, qui nous disent Salut les gars, donc je vous passe les salutations. Avec cette saison-là, les gars, on est déjà aux trois quarts de la saison, à la moitié du mois d'août. Donc il reste à peu près le quart de la saison. On est à environ un mois et demi des séries éliminatoires. Pascal, commences-tu à sentir un petit peu cette course-là aux séries qui s'installe dans le baseball majeur? Ben, je remarquais quelque chose, messieurs, quand le live du jeudi soir 20h, il commence à faire noir à l'extérieur, ça veut dire que la saison est pas mal rendue loin. Là. Oui. Ben oui, on est toujours fébrile. Il va y avoir une course aux séries incroyable cette année, là, avec plein d'équipes qui peuvent les faire. Des courses aussi pour les premiers rangs de certaines divisions. Ça fait que j'ai bien hâte. Là, on va avoir du baseball relevé d'ici la fin. Là. Sébastien, de ton côté, comment tu vis ça, cette course-là aux séries, maintenant que l'équipe qui est sur le logo de ta casquette est dans cette course-là et non pas à l'extérieur? Ça fait du bien comparé à l'an dernier, là, mais peu importe, c'est toujours excitant. Puis là, la date limite des transactions est derrière nous. Donc, les alignements qui sont sur le terrain présentement, ça va probablement être, à quelques exceptions près, les alignements qu'on va voir en séries éliminatoires. Puis déjà, là, on sent que les matchs ont beaucoup plus d'importance. On sent l'effervescence. Déjà, on a une série entre les Orioles et les Red Sox. C'est super important. Les Red Sox qui sont encore là. Donc, il y a des équipes qui se battent, qui veulent se maintenir dans la course. Puis ça va durer jusqu'à la toute fin. Donc, allons-y, messieurs, avec une équipe qui sera pas nécessairement dans la course jusqu'à la toute fin, mais une équipe qui retient l'attention au Québec. Sébastien, lançons notre bloc hebdomadaire sur les Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays de Toronto, Pascal, qui dans les derniers jours ont dit bonjour à Will Wagner, le fils de Billy Wagner, qui a évidemment été un closer émérite de son époque dans le baseball majeur, principalement avec les Astros de Houston. Les Blue Jays, évidemment, qui disent bonjour à un fils d'eux. On a vu ça par le passé avec Guerrero, avec Bo Bichette. On l'a vu avec Lourdes Gurriel Jr. On l'a vu avec Dalton Varsho, dont le père, Gary, a joué aussi dans le baseball majeur. Là, on dit bonjour à Will Wagner, qui a fait une forte impression quand même, Pascal, à ses débuts dans le baseball majeur. 5 coups sûrs lors de ses 2 premiers matchs. Il a été 3-3 pour commencer sa carrière. On ne s'attendait pas nécessairement est-ce que ça commence aussi fort que ça? Je ne m'attendais pas après un match à dire il y a déjà plus de coups sûrs dans le baseball majeur que son père. Tu as oublié Kevin Biggio, Charles-Alexis. J'espère que Oui. les débuts et la poursuite de carrière de Wagner vont être plus productifs que celle de Biggio, mais n'empêche que c'est des débuts quand même assez impressionnants. Il y a plusieurs joueurs des Blue Jays qui sont en audition actuellement. Puis les débuts de Wagner font que lui, il ne manque pas sa chance. Moi, j'ai eu l'occasion de voir lancer son père, un closer gaucher. C'est toujours aussi rare aujourd'hui, mais dans le temps, ça l'était également. Donc, l'ancêtre de Josh Hader avec une chevelure un peu différente. Très beau début. Très, très beau début. Il aurait pu être 606 facilement à ses 6 premières présences. Mais c'est un beau joueur de balle avec beaucoup d'énergie. Il est beau à voir, il est élégant. Reste à savoir comment il va se comporter là, au prochain camp d'entraînement pour voir s'il y a un poste pour lui dans l'équipe.
Tu sais, c'est ça, tu as raison, Pascal. Il se complique pas la vie. Il va pas nécessairement chercher le gros élan. Il est conscient de son rôle. Tu regardes Sébastien, la façon dont il joue défensivement, il essaie pas de trop en faire. Il est au deuxième coussin. Il essaie pas de voler la vedette puis de se dire, je vais essayer de gagner un gant doré en 2 matchs, là. Il fait exactement ce qu'il a à faire. Il se dit, moi, il faut que je passe dans le baseball majeur. Ni trop haut, ni trop bas. Place la balle en lieu sûr, produit des points, profite de l'opportunité qui s'offre à lui parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont testés. Fait que forcément, lui, Sébastien, il s'est dit, hey, tu sais quoi? Je veux qu'on parte durant la saison morte, puis que John Schneider, puis Ross Atkins, puis tous ces gars-là qui s'enlignent pour revenir en 2025 se disent, hey, je me souviens de ce qu'il a fait l'an passé, ce gars-là, ça m'intéresse de le revoir l'an prochain. Oui, on voit que c'est un naturel, puis il fait les bonnes choses au bon moment. Puis comme tu l'as mentionné, c'est pas compliqué. C'est un excellent joueur de balle. Donc, s'il continue sur cette lancée-là, bien, c'est sûr et certain qu'on devra lui trouver une place. Probablement au deuxième coussin, on est en train de l'essayer à cette position-là. Est-ce que ça va durer? On ne le sait pas, mais s'il continue à faire les petites choses, mais c'est ça qui fait que les joueurs restent dans les majeurs. Si tu veux trop en faire, bien, ça va durer pendant une période de temps. Puis, tu sais, oui, ça va fonctionner à plein régime, mais tu vas avoir probablement une baisse de régime justement parce que tu essaies des choses que tu ne devrais pas. Mais ça ne semble pas être son cas pour le moment. Là, faudra voir sur une plus longue période parce que là, l'échantillon est vraiment trop petit. Mais si on peut le mettre dans un poste où il y a de la stabilité, comme je mentionnais, peut-être au deuxième coussin, mais qui reste à cette position-là, qui s'habitue, qui prenne ses aises, bien, que ce soit pour lui ou pour les autres jeunes joueurs des Blue Jays, présentement, on doit prioriser la stabilité. Puis ça me fait penser, en fait, il y a un lien facile à faire avec la question de Jean-Michel à cet effet-là. Êtes-vous inquiet de voir que tous les jeunes rappelés sont utilisés à tellement de positions que le manque de stabilité pourrait causer des problèmes à ces jeunes-là à long terme? Pascal, tu parlais tantôt de Kevin Biggio. On a commencé à le casser justement au moment où on a amené Marcus Semien, puis on lui a dit, ben toi, tu joues plus juste principalement au deuxième but, tu vas jouer un petit peu partout. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes qui ont le droit à ce traitement-là. Pascal, tu sais, un Joey Loperfido joue principalement dans le champ gauche. On l'a vu un peu au champ centre, un peu au premier but, mais principalement tous les jours joue au champ gauche. Will Wagner, on a appris que principalement va jouer au deuxième but. Ça fait en sorte que un Spencer Horwitz va peut-être jouer un petit peu plus comme frappeur de choix, comme joueur de premier but. Oui, on le déplace, mais en même temps, c'est sa position de base. Léo Guimarães joue principalement à l'arrêt court, mais c'est en attendant que Bobichette revienne. Moi, le nom qui me vient en tête à ce niveau-là, c'est Addison Barger, Pascal. C'est un joueur de troisième but principalement. On l'utilise beaucoup dans le champ extérieur. Puis moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on donne du temps de jeu à tous les jours à Loperfido dans la gauche, puis on donne du temps de jeu à tous les jours à Jimenez à l'arrêt court, puis on donne du temps de jeu à tous les jours, visiblement, pour la suite des choses, à Will Wagner, mais on refuse d'offrir ce traitement-là à Addison Barger, qui joue pas toujours, qui va dépanner dans la droite quand George Springer a une journée de congé, puis là, on l'amène au troisième but. Pourquoi on lui donne pas le troisième coussin en disant c'est ta position naturelle, essaye de te sauver avec ça? Moi, je pense que les Blue Jays auraient avantage à donner cette position-là à Barger. Ben, si on veut voir de quoi il est capable à une position donnée, oui, effectivement, mais peut-être qu'on a des choses à valider encore dans son cas. Mais c'est pas en le faisant jouer un peu partout sur le terrain qu'on va dire ce gars-là, il y a de l'avenir au troisième coussin. Donnons-lui cette opportunité-là. Mais c'est un peu bizarre comment on joue nos cartes cette année, là, en ce moment-ci. Mais tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a des joueurs qui sont en audition. Puis quand tu arrives à atteindre les majeurs un jour, ben moi, je me dis, être à la place d'un de ces joueurs-là, tu vas jouer au troisième coussin, tu vas jouer dans le champ, tu vas jouer au deuxième but. Donnez-moi toutes les chances possibles de me faire valoir. Je ne suis pas là pour gagner un camp doré à mes 5 ou 6 ou 10 ou 20 premiers matchs, mais donnez-moi au moins la chance de me faire valoir. Donnez-moi la chance de me faire valoir au bâton, puis de prouver qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis c'est actuellement, je pense, ce qui se passe chez les Blue Jays. Puis moi, la question que j'ai, la question qui me brûle les lèvres, c'est que Ross Atkins a dit qu'il voulait gagner en 2025, mais j'ai peine à croire qu'il va pouvoir gagner avec l'équipe qu'on voit actuellement et l'équipe qu'on risque de voir au début de la prochaine saison. Ouais, ça va prendre des transformations majeures. Ça va prendre un moyen chantier, Sébastien, pour que ça arrive, là, cet aspect-là. Parce que tu regardes la qualité des jeunes qu'il y a. Est-ce que c'est des bons jeunes? Oui. Spencer Horwitz, il fait le travail. Oui. Joey Loperfido, est-ce qu'il y a un potentiel s'il arrête de se faire retirer sur 3 prises à toutes les 2 secondes? Oui. Il y a du potentiel. Will Wagner est bon, mais t'as pas de. T'as pas cette pièce-là. Tu n'as pas un futur Guerrero Junior, un futur Beau Bichette qui pousse en ce moment, là. Non, absolument pas. Puis on va y revenir, mais on n'a aucun espoir dans le top 100 des prospects de la MLB. Donc, tu sais, l'avenir, c'est pas très rose à Toronto. Donc, oui, ça va être tout un chantier pour gagner un championnat en 2025. Je vois pas comment ils peuvent y arriver. Tu sais,
oui, on va passer par le marché des joueurs autonomes, mais il va falloir passer par le marché des transactions. Puis si tu n'as aucun actif à offrir aux autres formations, ben, tu n'iras pas chercher des bons joueurs, donc ça va être encore plus difficile. Puis juste pour revenir sur Badger, à partir du moment où tu l'amènes, puis que tu le places dans une position où il n'a jamais joué après qu'il ait passé la nuit dans un avion à son premier match dans le baseball majeur, je pense pas que la priorité des Jays, ce soit le placer à sa position naturelle puis essayer de le mettre en confiance. Donc, je pense qu'on a ciblé des joueurs peut-être qu'on veut prioriser par rapport à certains autres. Comme là, Davis Schneider, je pense qu'il est en train de perdre sa place, avec raison. Il ne frappe pas puis il est atroce défensivement, donc c'est normal. On priorise ceux qui performent. Mais là, ça serait le temps justement de prioriser un joueur par position puis de leur donner cette occasion-là de se faire valoir. Les Dodgers, ce sera pas plus facile quand Jonathan Classé, qui, tant qu'à moi, va inévitablement être testé, risque de monter en haut, là, parce que lui, il va se partager probablement du temps de jeu dans les trois champs. Là. Tu sais, c'est un voltigeur de centre, il risque de prendre la place quand Dalton Varsho a une journée de congé, quand Loper Fido a une journée de congé. On peut envoyer George Springer comme frappeur de choix, puis mettre Classé dans la droite, donc ça va couper encore plus de temps de jeu à Barger, d'après moi. Mais évidemment, on verra en temps et lieu, mais ça confirme quand même, comme Denis nous le mentionne, que tout est bizarre avec les Jays et Schneider cette saison. Pascal, Sébastien nous en a glissé un petit mot en disant que les Blue Jays ont aucun membre du top 100 des meilleurs espoirs du baseball majeur dans le classement que Jim Callis a dévoilé au cours de la semaine. Le meilleur espoir des Blue Jays, ce n'est plus Ricky Tiedemann. Ricky Tiedemann qui est trop blessé malheureusement pour se mériter ce poste-là. À un certain point, c'était le meilleur espoir lanceur gaucher du baseball majeur. Là, à ce niveau-là, chez les lanceurs gauchers, il est au rang numéro 8. Il y a une certaine baisse qui s'installe à ce niveau-là. Le rang numéro 1 appartient à Orelvis Martinez. Et Orelvis Martinez, Pascal, là, ça, c'est un gars qui est en train de perdre beaucoup. Parce que avec du temps de jeu, avec tous les jeunes qui obtiennent du temps de jeu en ce moment, c'est sûr qu'il y aurait du temps de jeu régulier. Et pire que ça, on a commencé sa carrière professionnelle à l'arrêt-court. C'est pas un arrêt-court. On l'a tassé au troisième but. Ah, c'est difficile au troisième but. On l'a mis au deuxième but. Il n'est pas écœurant. Il fait des erreurs, mais c'est moins pire. Mais là, au deuxième but, Pascal, il arrive avec une moyenne congestion. Tu sais, tu regardes Will Wagner qui est en train de s'installer. Tu regardes Spencer Horwitz qui est parti avec le poste cette année. Moi, je me dis, OK, Relvis Martinez, il est capable de frapper. Ça va. Il n'a rien prouvé encore dans le baseball majeur, mais il va avoir de la difficulté à s'acheter du temps de jeu parce que le deuxième but, il y a une congestion en ce moment, puis tu n'es pas capable de le mettre nécessairement ailleurs. Fait que lui, on chialera. On va pas le prendre en pitié, évidemment, parce qu'il s'est dopé et il a décidé de faire ce qu'il a fait, mais lui, il a perdu sur un moyen temps. Là. Ben, c'est comme une fenêtre qui est en train de se refermer, puis on se demande si la fenêtre a déjà été ouverte dans son cas parce qu'il a mal géré le début de sa carrière. Là. Il a pris des mauvaises décisions. J'allais faire une blague sur le top 100, là. C'est normal parce qu'il y a à peu près 50 joueurs qui appartiennent aux Orioles de Baltimore dans le top 100 du baseball majeur. Fait que ça laisse peu de place pour les autres. Mais n'empêche que ça démontre que on a échangé beaucoup d'espoir au cours des dernières années pour aller chercher des lanceurs partants. On pense à Berrios, on pense à d'autres lanceurs partants. Donc, on a un peu hypothéqué l'avenir pour aller chercher des bras. Ça a bien fonctionné parce que ces lanceurs partants-là forment tes 3 ou 4 meilleurs, mais ça ne permet pas d'envisager l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme par rapport aux frappeurs, par rapport à des joueurs de position. Fait que ça en dit beaucoup sur au moins les 5 prochaines années, le temps qu'on repêche encore à nouveau de bons joueurs, le temps qu'on les reforme, parce que la grosse différence entre le baseball puis d'autres sports majeurs, c'est que tu ne sors pas des rangs collégiaux pour débuter une carrière dans le baseball majeur immédiatement. Oui, il y a des cas d'exception, mais n'empêche qu'il faut que tu passes les étapes. Il faut que tu ailles jouer dans le A, il faut que tu ailles jouer dans le 2A, dans le 3A, et ainsi de suite. Fait que ça prend du temps à former un joueur. Il faut que tu investisses beaucoup. Il faut que tu investisses du temps, il faut que tu investisses de l'argent. Puis ça ne permet pas d'avoir un résultat évident. Mais les Blue Jays, malheureusement, ben ça ne démontre pas beaucoup d'avenir par rapport à ça. Il me semble que c'était ça qu'on reprochait à Alex Anthopoulos, justement, d'échanger des jeunes espoirs pour aller chercher des vétérans. Puis là, on disait que supposément qu'ils détruisaient l'avenir du club, mais on est rendu au même point, puis on n'a pas gagné. On n'a pas passé proche de gagner. La dernière fois où on peut dire qu'on a quand même passé proche de gagner, c'était la formation d'Anthopoulos. Donc, c'est pour l'avenir des Jays, là, c'est vraiment pas rose, puis on en a pour plusieurs années. Puis
aucunement question que les Jays soient des aspirants l'an prochain. Et je vais faire du chemin sur ce que tu viens de dire. Je l'ai déjà dit, tu vas peut-être me trouver fatigant, mais je le répète. Ross Atkins n'a pas réussi non plus à obtenir de la valeur pour les joueurs de l'ancienne garde. Troy Tulowitzki, t'as rien obtenu en retour de ses services. Russell Martin, t'as rien obtenu. David Price, t'es un joueur de location, mais t'as rien obtenu. Encarnacion, t'as obtenu un choix compensatoire, puis c'est à peu près tout. Bautista est parti aussi comme agent libre. Tu sais, tous ces gars-là, t'as pas réussi à monétiser leur valeur avant sur le marché des transactions. Donc, forcément, ça fait en sorte que tu t'es retrouvé tu peux te retrouver dans la même situation parce que là, j'ai l'impression qu'il va perdre tout le monde l'an prochain en se disant, ben, on va essayer de gagner en 2025. À tort ou à raison, moi, je choisis de dire à tort de la façon dont c'est parti. Tu sais, Pascal, tu regardes cet enclos-là chez les Blue Jays, là, c'est vraiment horrible là, comme enclos. Là. Il y a pas de revenir, il n'y a pas de façon de mettre des lunettes roses pour parler de cet enclos-là. Ça fait vraiment dur. Oui, puis un enclos, tu rebâtis ça un peu par les transactions puis les joueurs autonomes. C'est rare que tu rebâtis un enclos avec tes filiales. Là. Oui, à moyen et long terme, mais à court terme, c'est très, très rare. Parce que il va falloir, ça va prendre beaucoup d'imagination, ça va prendre beaucoup de travail à Russ Atkins. On sait qu'il a travaillé fort au cours des dernières semaines. Il va falloir qu'il continue à travailler fort pour rebâtir cet enclos-là. On a un commentaire de Richard ici qui nous dit essayer de croire le futur des Blue Jays, c'est prometteur, c'est croire au Père Noël. J'avoue que je l'ai trouvé très bonne. Écoute, c'est ça. On verra ce que ça va donner, mais j'ai pas des grandes attentes envers la saison 2025 des Blue Jays de Toronto. Je pense que le Père Noël, Euh, c'est plus vrai. oui, c'est ça. Ouais. Au moins, c'est vrai pendant un certain temps. Là. Ouais, Tes enfants croient-ils encore au Père Noël, Sébastien? je pense pas. Bon, OK. Tu penses pas? Donc, si on continue sur les meilleurs espoirs des Blue Jays, on regarde ça, Sébastien. Par la suite, deux joueurs prometteurs au rang numéro 2 et 3, là, donc entre Aurelius Martinez et Ricky Tiedemann. Rang numéro 2 qui appartient à Trey et Savage, qui est le choix de premier tour au plus récent repêchage. Et Je c'est pense pas assez que ça va y récent. prendre des... Oui, absolument. C'est pas le... Je pense pas que ça va y prendre des années à atteindre le baseball majeur, mais il faut pas l'attendre nécessairement pour 2025. Puis par la suite, c'est probablement l'un des meilleurs espoirs d'améliorer la rotation à court terme, c'est Jake Bloss qui a été acquis dans la transaction de Yusei Kikuchi, qui a lancé quelques matchs à Houston cette année, qui va finir la saison dans le 3A, possiblement à Toronto aussi, donc qui va se battre au camp d'entraînement. On verra ce que ça va donner, mais après, tu sais, Sébastien, tu regardes, on tombe à des rangs comme Léo Jimenez au rang numéro 6, on regarde Classic qui a été acquis de Seattle, le Vulture Jonathan Classic au rang numéro 7. Tu sais, comme on le disait tantôt, c'est pas des vilains joueurs, mais c'est pas ça qui transforme une équipe non plus. C'est pas Jackson Holiday que tu injectes à ton équipe après la date limite des transactions, puis soudainement, il devient ce qu'il était supposé devenir, c'est-à-dire un des bons jeunes joueurs du baseball. C'est pas exactement ça que tu as à Toronto. Tu as des pièces plus complémentaires. Ça. Non, pas tout à fait. Par contre, il faut quand même dire que Ross Atkins a fait du bon travail avec les éléments qu'il avait en place parce qu'il ne pouvait pas aller chercher des espoirs de premier plan avec les joueurs qu'il offrait sur le marché. Mais quand même, il s'en est bien sorti, surtout avec la transaction Yusei Kikuchi. Là, ça, c'est un vol en plein jour. Justement avec Bloss qui, oui, on le sait qu'il va être bon, on le sait qu'il va être on sait ce qu'il va donner. Par contre, comme tu l'as mentionné, ce n'est pas nécessairement un espoir de premier plan, là, des espoirs dans le top 10 qu'on peut transiger contre des joueurs d'une grande valeur. Mais dans le cas de Yes Savage, tu disais peut-être qu'on ne l'attend pas en 2025. Je ne serais quand même pas surpris que ça arrive, surtout si la saison ne va pas très bien. Probablement qu'on va l'amener. C'est un joueur qui n'est pas si loin du baseball majeur, un lanceur mature, donc ça ne serait pas nécessairement surprenant qu'il monte avec les Jays, mais il va falloir les entourer, ces joueurs-là, parce que dans les prochaines années, ils vont être seuls, puis ça ne peut pas être les jeunes qui traînent cette équipe-là vers le haut, mais ça va prendre plusieurs années avant qu'on arrive à ce niveau-là. On a un commentaire ici, les boys, sur Arjun Nimala, qui est un choix de première ronde des Blue Jays. Écoute, c'est-tu 2022, c'est-tu 2023? Je pense que c'est 2023, 22, c'était mais l'an bref. dernier, ça doit être 22, ouais. Bref, c'est un jeune joueur, choix de premier tour. C'est l'espoir numéro 5 du club en ce moment. Puis Patrick, tu fais bien d'en parler parce que c'est un jeune qui connaît une certaine saison d'éclosion à Dunedin en ce moment. Ça avait commencé plus mollo. On y avait donné un petit break au mois de juin. On l'avait même renvoyé dans la Ligue inférieure qui est aussi à Dunedin pour jouer quelques matchs. Depuis ce temps-là, ça va très bien pour lui. Mais encore là, c'est pas un espoir qu'il faut attendre pour 2025. Il lui reste des échelons à monter. Peut-être que réalistement, on peut l'attendre pour 2026. Mais tu as raison dans le sens où c'est un espoir qu'il faut absolument surveiller là, pour la suite des choses. Euh,
Mais si on avait des petits commentaires ici là, depuis le début de l'émission là, pour terminer sur le blog des Blue Jays, une chance que Vladimir est en feu présentement. Et Matt qui nous demande avec les récentes performances de Guerrero Junior, est-ce une performance à la Justin Smoke, donc seulement des stats qui sont nuls, ou il peut faire mieux ou pareil l'an prochain? J'ai hâte de voir parce que on parle beaucoup de ces derniers mois qui sont absolument fantastiques en les comparant à 2021. J'ai vu une comparaison qui est encore peut-être un peu plus vraie. Quelqu'un, il dit, il joue pas comme en 2021, il joue comme en 2018. Ça, c'est l'année où il avait été le meilleur joueur du baseball mineur au complet, puis qui avait été absolument incroyable dans le 2A, puis tout le monde se disait, ah, il va être rappelé, il va être rappelé, puis finalement, il avait été rappelé l'année suivante, mais je pense qu'il avait frappé pour 400 à un certain point, puis il était vraiment dominant. On retrouve, Pascal, ce Vlad-là que tu dis, ben, en ce moment, là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ben, moi, je pense qu'il a retrouvé le plaisir à jouer. Hein, ça paraît là, dans son attitude, ça paraît sur le terrain. Ça paraît défensivement aussi. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'assurance là, en assurance défensivement. Puis quand tu joues bien défensivement, ben, veux pas, tu arrives puis tu serres le bâton moins fort dans tes mains quand tu te présentes au marbre. Puis c'est ce qu'on ressent de Vladimir Guerrero Jr. Je pense qu'on le dit de plus en plus que c'est le joueur de concession. Ben, veut pas, ça joue. Ça joue dans son attitude aussi en disant, ben écoutez, oui, c'est vrai, maintenant, j'ai dit que je voulais jouer à Toronto pour le reste de ma carrière. Ça semble être le cas. Je pense que la direction va le payer pour ce qu'il vaut. Ben, actuellement, il joue comme un joueur de concession, ce qui n'a pas été le cas nécessairement au cours des dernières saisons. Il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de transactions qui ont été faites un peu autour de lui ou à cause de lui. Mais ça, c'est du passé. Puis c'est quelqu'un qui joue dans le présent, puis qui joue dans le futur, puis il est en train de se préparer un beau futur chez les Jays. Sébastien, on a un commentaire ici de Matt qui nous dit avec Kikuchi chez les Astros, c'est pas une claque au visage à l'organisation des Blue Jays. Il n'a jamais aussi bien lancé depuis son arrivée dans la MLB. Quand on est allé le chercher du côté de Houston, on s'est dit ben, je pense que des petits ajustements pourraient permettre de passer au prochain niveau. C'est ce qu'on voit en ce moment. Est-ce que tu le vois comme une certaine claque au visage face à l'organisation des Blue Jays ou au contraire, c'est de se dire ben écoute, vraiment le chapeau aux Astros ou est-ce que la vérité est entre les deux? C'est un peu de la faute des Blue Jays, mais c'est un peu grâce aux Astros de Houston aussi. Comment tu voyais ça? Bien, probablement que la vérité est un peu entre les deux, mais tu le sais, là, je suis vraiment pas un grand fan de Pete Walker. Donc, je pense qu'il y a une part du blâme qui doit aller à l'organisation des Jays qui semble avoir de la difficulté. Ils sont capables, durant une année donnée, à prendre un lanceur puis à l'amener au niveau d'un trophée Cy Young. Mais souvent, l'année suivante, c'est la catastrophe. L'an dernier, ça s'est très bien passé pour la plupart des lanceurs des Jays. Cette année, c'était justement une catastrophe. Donc, on a certainement une part du blâme à Toronto. Et chez les Astros, on le sait, on est capable de faire de l'excellent travail avec nos bras dans la rotation, dans l'enclos de relève. On le fait pendant tellement d'années. Donc, on a une culture qui est installée. Je pense qu'on a un esprit qui fait que les lanceurs qui arrivent dans cette organisation-là, dans ce corps de lanceurs-là, nécessairement vont à leur place à leur arrivée. Puis à partir de ce moment-là, on travaille avec le lanceur dans la bonne direction. Donc, que vraiment, tu pars d'une organisation où ça ne va pas bien à une organisation où ça va très bien. Donc, c'est un peu les deux côtés qui font le résultat qu'on voit pour Kikuchi sur la bulle. Mais chez les partisans des Astros, cette transaction-là, elle n'a pas fait l'unanimité, hein, parce qu'on a nommé des joueurs qui ont été donnés en échange de Kikuchi. Oui, il lance bien, mais tu viens de le dire, Sébastien, il est bien entouré, il est dans une organisation gagnante. Fait que, ça rehausse toujours ton jeu d'un niveau. Mais si jamais ça se met à moins bien aller, puis si jamais les Astros ne font pas les séries ou ne vont pas loin en série, il y a des partisans qui vont avoir frais en mémoire cette transaction-là. Surtout si un Will Wagner continue de frapper, puis Looper Fido arrête de se faire retirer sur des prises, puis que Jake Bloss arrive, puis qu'il prend la place d'un Kikuchi, parce que tu sais, Jake Bloss, ça deviendra sûrement pas un lanceur numéro 1 dans le baseball, mais ça peut devenir un lanceur qui prend la place de Kikuchi. Et dans l'optique où il a été échangé contre Kikuchi, ben c'est une bonne chose. ça se peut que les prochains mois, les prochaines années dictent un peu sur la réaction des fans, mais oui, en ce moment, ils se sentent un petit peu mieux qu'ils se sentaient le jour de la transaction parce que ça avait été un gros prix. Là. Ça avait été un des deux vols là, de la date limite des transactions. Commentaire de David ici. On parlait d'Antopoulos tantôt, il dit il a ramené le goût du baseball au pays. Guerrero, Bichette, ça provient de lui, mais depuis qu'Atkins est en place, quels jeunes repêchés développés font la différence? David, je vais te corriger un petit peu parce que Beau Bichette, ça vient de la nouvelle administration. S'il a été repêché en 2016, c'était le premier repêchage de Ross Atkins et de Mark Shapiro. Donc, ils ont réussi à amener, mais sinon,
On s'entend sur ce point-là qu'ils n'ont pas repêché nécessairement beaucoup de joueurs. Là, c'est de loin leur plus gros succès. Avec Alec Manoa, évidemment, ça va moins bien depuis 2 ans, on s'entend là-dessus, mais il y a quand même eu un développement qui a fait en sorte qu'il a été un finaliste au Cy Young qui a été excellent. Donc, on peut possiblement le classer dans cette catégorie-là de ramener le goût du baseball au pays parce qu'en 2022, c'est un joueur qu'il fallait absolument surveiller. Mais on s'entend, David, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de joueurs à ce niveau-là là, comparé à l'ère Alexandropoulos. Et Pascal, en parlant de Bo Bichette, il y a Denis qui nous demande, pensez-vous que Bo Bichette s'est terminé à Toronto? Moi, j'ai l'impression que le cadran est parti. Je ne sais pas s'il va être échangé cet hiver. Je ne sais pas s'il va être échangé à la prochaine date limite des transactions ou s'il va partir comme agent libre. Mais son prochain contrat, Pascal, il ne le signe pas à Toronto. Ben, par rapport à la saison qu'il vient de connaître, là, les risques de blessure, moi, je pense que les Jays ont tout intérêt à l'échanger le plus rapidement possible, avant même qu'il se reblesse plus sérieusement. Il a de sérieuses faiblesses physiques qui sont natoires. Moi, j'ai comme l'impression qu'on pourrait même l'échanger cet hiver, justement, avant le début de la saison, pendant qu'il y a encore une bonne valeur. Oui, tu joues le tout pour le tout, tu lui fais commencer la prochaine saison, il a une saison d'enfer, il viendra hausser sa valeur. C'est un plus. Sinon, tu le fais recommencer, tu le fais commencer la saison, il se blesse sérieusement. Là, tu viens d'hypothéquer tes chances d'aller chercher gros dans cette transaction-là. Mais actuellement, dans l'alignement actuel, c'est le seul qui a une valeur réelle sur le marché. Puis il faut que les Jays capitalisent là-dessus. Une autre seule, c'est Vladimir Guerrero Jr. peut-être, mais tu voulais probablement dire seul qui a une vraie chance d'être échangé au cours de l'hiver. Ben, Vladimir, pour moi, il n'est pas dans la catégorie des joueurs qu'on échange. Exactement. Sébastien, on a passé au travers de nos questions pour ce qui est des Blue Jays de Toronto. Donc, allons-y avec la section ailleurs dans la NBA. Dans les dernières semaines, messieurs, les Dodgers, qui étaient une équipe qui avait besoin d'aide dans la rotation, ont décidé de dire au revoir à James Paxton. James Paxton qui a été DFA, les Red Sox qui l'ont acquis, qui ont décidé de le ramener après que ça ait quand même relativement bien fonctionné pour lui en 2023 à Boston. Et Sébastien, 2 départs plus tard, James Paxton se blesse, sa saison est en péril. C'est coup dur quand même pour les Red Sox qui sont beaucoup plus dans la course qu'on le pensait il y a quelques mois, puis qui avaient besoin de ce renfort-là. C'était pas un luxe là, quand ils sont allés chercher James Paxton. Non, du tout. Mais est-ce que ça arrive des fois que James Paxton n'est pas blessé? On dirait Ben, je que. suis content que tu le demandes parce que non. Non, c'est ça. Hein. Non, tu sais, on est allé le chercher parce qu'on en avait besoin, mais probablement qu'on le savait que c'était un risque à courir parce que Paxton est très souvent blessé, très fragile. Par contre, on n'avait pas le choix de faire cette acquisition-là. C'était un fit parfait. Paxton qui revient, on a une place pour lui, pour entourer cette quand même jeune rotation-là qui performe au-delà des attentes. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc, on avait besoin d'un vétéran de la sorte. Malheureusement, bien, tout indique qu'il ne reviendra pas cette année. Mais les Red Sox nous ont habitués tout au long de la saison à faire fi des blessures, à les surmonter, puis à se maintenir dans la course malgré toutes ces blessures-là. Donc, est-ce que ça va être encore le cas jusqu'au mois de septembre? Ça reste à voir, mais c'est vraiment une formation combative qu'on voit jusqu'à maintenant. D'un autre côté, Pascal, on parle du fait que la date limite des transactions est passée, mais il reste encore une option qui est disponible pour certaines équipes et c'est Rich Hill. Rich Hill qui commence à être âgé, Monsieur Richard Lamontagne, je pense qu'il est rendu à 44 ans. Ceci étant dit, lui, son plan, c'était de se reposer en début d'année pour pouvoir signer avec une équipe et justement pas pouvoir lancer un 100, 150, 200 manches, peu importe combien il aurait fait durant la saison. Vraiment se concentrer sur la fin de saison, la course aux séries éliminatoires, en se disant, ben écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des équipes qui vont avoir des blessés au mois de juillet, au mois d'août. À ce point-ci, je pensais qu'elle allait être signée. Je trouve que c'est tard peut-être pour signer puis peut-être aller lancer 2-3 matchs dans les mineurs pour se remettre dedans. Ceci étant dit, c'est une option pour des équipes, une équipe comme les Twins, ça peut être une équipe, une option justement pour remplacer James Paxton aussi là, du côté de Boston, une organisation qu'il connaît déjà de toute façon.
Ben, je ne sais pas, peut-être que vous en savez plus que moi là-dessus, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'entraîne actuellement. Est-ce qu'il prend son entraînement au sérieux? Est-ce qu'il s'attend à ce que le téléphone sonne dans son cas? Parce que si c'est le cas, ben, je pense qu'il peut quand même donner des manches à une équipe qui en a besoin d'ici la fin de la saison, puis pas attendre nécessairement la prochaine avant de refaire un retour sur la butte. Dans le cas de Paxton, j'allais avoir un commentaire un peu venimeux envers les Dodgers. Pour cette fois-ci, ils ont eu du flair de le rendre disponible aux autres équipes. Mais dans le cas de Hill, ben oui, malgré son âge, il y a des lanceurs qui sont quasi éternels. On pense à Leiter dans le temps, puis je pense que lui, il est dans cette catégorie-là. Peu souvent blessé malgré son âge. Donc, lui pourrait aider justement une équipe qui en aurait besoin. Puis, malgré que la période des transactions soit terminée, lui, c'est comme s'il était au réfrigérateur puis il attendait que la porte s'ouvre pour qu'il puisse à nouveau démontrer de quoi il est capable. Mais c'est quand même. On sait que dans les. Je pense que c'est vendredi passé qu'il a lancé le Rich Hill là, devant les recruteurs. Donc, il se gardait en forme aussi. Donc, je pense qu'il aurait à aller dans les mineurs un petit peu juste pour se réhabituer à la vitesse du niveau professionnel. Mais je pense pas qu'il est si loin que ça d'un retour au jeu, là, surtout considérant le fait que les séries, c'est dans 1 mois et demi. Tu n'as pas un 4 semaines à investir non plus. Là, surtout qu'à un certain point, les équipes des mineurs vont être en séries éliminatoires, puis il y en a qui vont être éliminés. Là, donc, tu ne pourras plus nécessairement l'envoyer dans les mineurs. Donc, le temps commence à presser, mais on verra ce que ça va donner là, pour les Red Sox qui vont avoir besoin de lui. Sébastien, tu parlais de certains joueurs qui allaient pouvoir revenir du côté de Boston. Trevor Story, à ce point-ci, on s'attend à ce qu'il revienne au jeu cette saison. Ça va être un ajout de taille. Comme Jean-Michel nous le mentionne, Tristan Casas est sur le point d'un retour. Il va bien dans le 3A, revient comme frappeur de choix pour l'instant, mais éventuellement va pouvoir reprendre sa place au premier coussin. Ils vont être surveillés, les Red Sox, malgré tout. Oui, ça change la donne, surtout à l'avant-champ. C'est le pire avant-champ défensivement de toute la ligue. Je le dis parfois, c'est un accident de char. C'est une équipe qui donne des points gratuitement à cause directement de l'avant-champ. Donc, d'amener un Story et un Casas à l'avant-champ, ça change complètement la dynamique. Ouais. Mais on parlait de Paxton tantôt. Story, c'est la même histoire. Il est toujours blessé. Donc, est-ce que dans quel état il va arriver? Puis, est-ce qu'il va être capable de terminer la saison? Ça, c'est un autre dossier. Par contre, je pense que vraiment l'ajout de Casas va avoir encore plus d'impact qu'un Story dans la ligue. Pascal, dans le match de mercredi soir entre les Yankees et les White Sox, les White Sox ont joué à « je vais choisir mon poison ». Ont décidé d'écrire un but sur balle intentionnel à Juan Soto pour affronter Aaron Judge, qui est certainement une décision. Ça prend bien un gérant qui est là depuis une semaine dans le baseball majeur pour prendre ce genre de décision-là. Et Aaron Judge avait un compte de 3 balles aucune prise, puis il s'est dit, tu sais quoi, ça me dérange pas de me lancer sur un 3 balles aucune prise quand tu as choisi de m'affronter. Et c'est comme ça qu'il est entré dans l'histoire, en frappant son 300e circuit dans le baseball majeur. Premier joueur à prendre moins de 1000 matchs avant de frapper son 300e circuit. Il a eu besoin de 955 matchs. La marque précédente était de 1087. 132 matchs de différence. 132 matchs, là, Pascal, c'est une saison de baseball. Est-ce que tu manques tu es blessé un 10-15 jours à un moment donné, puis tu as un congé aux 2 semaines. Ça fait ça à peu près, ça, 132 matchs. C'est une différence qui est énorme. C'est fabuleux de voir Aaron Judge frapper, un peu trop vieux pour aspirer possiblement au record là, dans les. Il ne se rendra pas jusqu'à 700 coups de circuit comme le fait Albert Pujols parce que pendant que Pujols frappait des circuits à 20 ans, ben, Judge était à l'université, c'était ça la différence. Mais en ce moment, le frappeur qu'on voit, c'est quelque chose. Ben, c'est quelque chose, puis c'est la première décision audacieuse de Grady Sizemore dans son nouveau rôle. C'est un choix des Expos en passant, des Expos de Montréal. Choisis ton poison. Moi, j'aurais tant qu'à ça redonné aussi un but sur balle intentionnel à Judge. Là, tant qu'à faire, tu t'appelles les White Sox anyway. T'as pas grand-chose à perdre, mais Judge est vraiment impressionnant. C'est pas quelqu'un que je suis depuis le début de sa carrière nécessairement, mais je me disais, ce gars-là, il est tellement pas fait physiquement pour son sport. Pourrait performer au basketball, pourrait performer au football. Il joue au baseball, c'est un choix qu'il a fait.
j'ai dit, il n'y aura pas une longue carrière. Il va se blesser, son corps ne répondra pas, mais il est en train de faire mentir tout le monde. Il est en train d'avoir une carrière incroyable. C'est pas fini. Tu le dis, il a frappé ce 300e circuit-là presque une saison avant, plus rapidement que celui qui l'avait frappé avant lui. C'est dur de mettre un mot sur la carrière de Judge, à part que spectaculaire actuellement. Puis les Yankees vont au même rythme que Aaron Judge va. Puis en plus, on a rajouté Juan Soto à tout ça. Puis quand tu es lanceur, quand tu es gérant, tu as à prendre des décisions. Tu as Soto, tu as Judge dans le cercle d'attente. Tu te dis, wow, ma soirée risque d'être longue. Puis actuellement, je pense que les Yankees sont équipés pour faire payer cher les décisions de Grady Sizemore et de tous les autres gérants du baseball majeur. Il n'y a pas de bonne solution quand il y a le temps d'affronter Aaron Judge. Mais quand tu es les White Sox, tu as le luxe de dire, ben écoute, c'est pas important. Mais dans une course aux séries contre une formation, par exemple, un match en septembre contre les Orioles de Baltimore, là, ça se peut que tu te poses quelques questions à savoir comment affronter ce même Giancarlo Ligue. Stanton qui est capable aussi de faire mal à une équipe quand il le veut. Puis Austin Wells, il y a plein de gars. Austin Wells qui dernièrement va super bien. Si mettons qu'on prend ta stratégie, Pascal, qui aurait pu être la bonne aussi, de donner un but sur balle intentionnel à Judge par la suite. Si je ne me trompe pas, Wells a expédié le tir suivant de l'autre côté de la clôture. Il n'y en a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution, c'est ça. Sébastien, toujours sur le thème de Aaron Judge, ton ami Denis qui te demande quelle saison du juge, encore une fois, comme l'a dit Roger, va-t-il gagner la triple couronne cette saison? Donc, meilleur dans l'américaine, meilleure moyenne, plus de circuits, plus de points produits. On s'entend que plus de circuits, il y a beaucoup de chances, plus de points produits aussi. J'ai l'impression que s'il conserve sa moyenne, ça devrait bien aller. Oui, tout est possible. La seule chose, c'est combien de bons lancers il va voir. C'est pas pour rien qu'il s'était lancé sur un compte de 3 balles aucune prise. C'est normal qu'on lui donne le feu vert. Mais encore une fois, il y avait 3 balles aucune prise, comme dans presque la majorité de ses comptes. C'est quand même assez rare qu'on l'affronte dans le début du compte aussi. Donc, s'il voit un bon lancer dans sa présence au bâton, c'est déjà beaucoup. Donc, est-ce qu'il va être capable de maintenir cette cadence-là au niveau de la moyenne? C'est ce qui reste à voir parce que les autres catégories lui appartiennent. Sébastien, on parle depuis le début de saison, là, en parlant de Judge et de Soto, du manque de protection dans l'alignement. Bon, là, on l'a dit, il y a un gars comme Austin Wells qui est en train de se lever. Giancarlo Stanton, le retour, ça fait du bien aussi par la force des choses. L'acquisition de Josh Chisholm Jr. avait grandement aidé à ce niveau-là, mais la lune de miel avait peut-être fait oublier que ce gars-là est fait en porcelaine à Miami, puis on l'avait sous-estimé peut-être un peu à quel point il a été très souvent blessé. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que même dans les 4 dernières années, Stanton a joué plus de matchs que Josh Chisholm Jr. Donc, ça démontre quand même que c'est un gars qui est fragile. Et là, ben, sa saison est en péril présentement. Il s'était installé au troisième coussin. Il avait réglé un gros trou, autant défensivement qu'offensivement. Et là, les Yankees reviennent à la case départ, à la seule différence que la date limite est passée puis il n'y en a plus d'options. Oui, puis c'est pas peu dire, quand tu joues moins de matchs que Giancarlo Stanton, tu joues presque pas. Là. C'est comme si tu es un jeune joueur qui vient d'arriver. Giancarlo Stanton, ça, c'est le gars que le DG avait dit il va se blesser. Là, oui, c'est ça. C'est arrivé, il faut lui donner, là, mais il aurait pu garder ça. Il a eu raison. C'était pas une prédiction difficile à faire. Non, c'est ça. C'était chien, mais c'était pas dur à faire. Non, du tout. Mais pour en revenir à Chisholm, c'est vraiment dommage parce que, comme tu l'as mentionné, c'était un début extraordinaire avec les Yankees. Il frappait pour plus de 300, 7 circuits, un double, si je ne me trompe pas. Donc, ça allait très bien. Là, de ce qu'on entend, il y aurait certaines bonnes nouvelles comme quoi il pourrait éviter l'opération, ce qui le ferait revenir cette année, ce qui serait une excellente nouvelle pour les Yankees. Mais tu parlais de protection dans l'alignement. Oui, ça a ajouté de la profondeur, mais malheureusement, à cause de l'entêtement d'Aaron Boone, de l'entêtement du département des statistiques avancées, Chisholm était rendu à frapper au 7e rang de l'alignement, ce qui est un non-sens. Derrière Gleyber Torres et Alex Verdugo. Donc, j'ai l'impression que les Yankees, au niveau offensif, risquent de s'en sortir durant l'absence de Chisholm parce qu'il n'était pas dans le haut de l'alignement. Par contre, ce qui fait mal, c'est son jeu défensif. Il n'avait jamais joué au troisième coussin, mais était très solide. Puis on a un trou, justement, à cet endroit-là. Donc, comment on va négocier avec ce trou-là qui est de retour? Je pense que c'est là que ça risque de faire mal. Pascal, je regardais le classement de l'Ouest de la nationale.
Les Dodgers, au moment où on enregistre jeudi soir, les Dodgers ont une fiche de 71-51. Les Diamondbacks ont une fiche de 69-53. Ils sont donc à 2 matchs seulement des Dodgers qu'on disait intouchables en début de saison. Et les Padres de San Diego ont aussi une fiche de 69-53, sont donc eux aussi à 2 matchs des Dodgers. Euh, on va avoir une méchante course quand même dans cette division-là. Il reste 1 mois et demi de gros baseball et c'est une énorme égalité, triple égalité ou du moins quasiment égalité en tête de cette division-là. Ça va jouer dur d'un coin. Ben, ça va jouer dur d'un coin. Ça joue déjà dur. On l'a vu avec la période des transactions où les 3 équipes se sont sensiblement, pour ne pas dire quand même, beaucoup améliorées. Quand on a signé Shohei Ohtani chez les Dodgers, je suis convaincu que les dirigeants des Dodgers se disaient pas sûr qu'on ait une course avec le move qu'on vient de faire. Ils devaient se dire la même affaire à San Diego puis en Arizona. Tout d'un coup, on est à la mi-août. Tu viens de nommer un peu le rythme de croisière. Les Diamondbacks sont 28-10 depuis le 1er juillet de mémoire. Donc, sont assez en feu, merci. Jake McCarthy frappe allègrement. Je pense qu'il est en train de se faire un nom dans le baseball majeur. Ils ont un bon personnel de lanceurs. Ils sont bien gérés. Ils ont perdu en série mondiale l'an passé contre les Rangers du Texas, avec quand même causé la surprise. Moi, j'ai comme l'impression que ils se sont dit, c'est un travail inachevé ce qui s'est passé l'année passée. Est-ce qu'on est capable d'achever ce travail-là cette année? Moi, j'ai hâte de voir comment les Diamondbacks vont se débrouiller en série éliminatoire, mais il est fort possible dans le format des séries que ces 3 équipes-là y participent. Donc, on va avoir de très bonnes séries. Puis, moi, j'ai hâte de voir le rendement des Diamondbacks en série, honnêtement. Là. Oui, ben tu sais, c'est quand même un club qui s'est rendu, si je me trompe pas, en série mondiale l'an passé. Tu sais, c'est quand Oh oui. même une formation qui a des ressources. Il y a certains lanceurs partants qui sont revenus récemment, donc ça peut donner un certain boost. Il va avoir une course. Puis si les Giants arrêtent de perdre un petit peu trop souvent, pourraient se qualifier par la peau des fesses aussi, peut-être comme dernière équipe repêchée. Ça se battra pas pour le sommet de la division, mais il pourrait avoir 4 équipes qui se faufilent en série dans cette division-là si les étoiles s'alignent. Je pense pas que ça va arriver, mais gardons en tête que c'est quand même une possibilité. Ça veut dire que les Rockies n'en gagneront pas beaucoup là, d'ici la fin. Là. Non, mais ça, c'est pas grave, Pascal, parce que des duels de division, il y en a quasiment plus dans le baseball. Parce que c'est C'est vrai. très important qu'on nous mette des duels entre les Reds et les Yankees. Coupe-nous du Yankees Boston. Coupe-nous du Los Angeles San Francisco pour nous mettre des duels interligues dont on se fout un peu. Bonne idée, Rob. Partez-moi pas là-dessus parce que ça va durer le podcast au complet. Sébastien, donc je vais te lancer sur d'autres choses, tentant de calmer ma colère vivante par rapport au duel de division. Peu importe le sport, c'est une colère qui vit en moi. Je veux qu'on parle un petit peu d'une nouvelle qui est sortie sur ESPN un petit peu plus tôt aujourd'hui, jeudi. On apprend que le baseball majeur, dans son éternelle quête pour amener de l'offensive, pour générer de l'intérêt, pour raccourcir les matchs et pour redonner l'importance aux lanceurs partants, songerait à prendre une mesure que je vais qualifier de radicale pour assurer que les lanceurs partants jouent le plus possible. On songe, je ne sais pas si ça va passer, je pense que ça pourrait être difficile à passer. On songe à obliger les lanceurs partants à lancer au moins 6 manches à chaque fois qu'ils embarquent sur le monticule. Il y aurait des exceptions, les exceptions qui pourraient potentiellement être pour le moment si tu accordes au moins 4 points mérités parce qu'on ne veut pas un gars qui commence à se faire détruire et que tu es obligé de le laisser là. Ou sinon, si tu lances plus de 100 lancers pour peut-être tenter de limiter les blessures, ou si vraiment tu te blesses et que ça s'ensuit par un passage sur la liste des blessés. Dans ces conditions-là, tu pourrais ne pas faire lancer ton partant 6 manches, mais sinon, on veut faire lancer les partants pendant 6 manches de temps. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Ben, c'est vraiment c'est une idée radicale, drastique, mais quand c'est sorti, on s'est parlé. Puis tu sais, j'ai de la misère à être totalement contre, j'ai de la misère à être totalement pour. Tu sais, le but de tout ça, c'est de redonner du prestige, de l'importance aux lanceurs partants. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose. Tu sais, le baseball, ça a toujours été ça. Ça a commencé comme ça. On avait un lanceur partant qui lançait presque toute la rencontre ou sinon toute la rencontre. Donc, il y a certains qui
qui disent que le fait d'imposer une limite de 6 manches, ça serait dénaturer le sport. Je ne comprends pas vraiment cet argument-là parce que le sport a commencé de cette façon-là. C'est sûr qu'il faut redonner de l'importance aux lanceurs. Est-ce que c'est la bonne solution? D'un côté, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit ça, donner un incitatif. Est-ce qu'on enlève le frappeur de choix quand on retire le lanceur partant? Mais je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Donc, non, c'est ça. J'ai l'impression que la discussion va dans la bonne direction, mais il faudrait peut-être apporter quelques modifications. On le sait, là, ça n'arrivera pas tout de suite. On va l'instaurer dans les mineurs. Si on décide de le faire, on va l'instaurer dans les mineurs avant. Donc, ça va prendre plusieurs années avant que ça arrive. Mais comme je le disais, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, mais il faudrait peut-être apporter quelques changements. Pascal, de ton côté, qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée-là? Ben, moi, je loge un peu à la même adresse que Sébastien là-dessus. Je suis un peu partagé parce que oui, les lanceurs historiquement ont toujours été des joueurs dominants, des athlètes dominants dans leur performance. Je regardais avant, on s'en est parlé aussi, Greg Maddux qui a dominé là, dans ses bonnes années à Chicago et surtout avec les Braves. Il l'a lancé durant 23 ans, puis 18 de ces 23 années-là, il a lancé plus de 200 manches. Fait que lui, 6 manches, ça ne lui faisait pas peur. C'était plutôt des 7, 8 et 9 manches la plupart du temps. Il lançait tellement de prises que ça ne l'hypothéquait pas. Donc, pour moi, d'obliger les lanceurs à lancer 6 manches, ce n'est pas un problème parce que c'était comme ça que le sport se passait avant. Là où je me questionne, c'est les tirs en haut de 100 000 $ ont augmenté de façon drastique. Les jeunes dans les mineurs lancent dur, lancent fort, se blessent régulièrement. Les opérations Tommy John ont augmenté au même rythme que les tirs à 100 000 $. Fait que si on garde la philosophie d'il faut lancer fort, il faut lancer en haut de 100 000 $ et on les oblige à lancer 6 manches, il va y avoir un clash en quelque part, puis la plupart ne seront pas capables de répondre à cette demande-là. Moi, ce que je trouve de cette idée-là, qui est, c'est pas vilain comme idée à la base, dans le sens où ça obligerait certaines équipes. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune place à la nuance. Tu sais, si tu as un lanceur qui a vraiment de mauvaise journée, ben là, il faut que tu attendes que ce soit 4-0 pour le débarquer, puis attends 4-0, il faut que les 4 points soient mérités, parce que s'il y a eu une erreur là-dessus, puis qu'il y a juste 2 points qui sont mérités, il va falloir que tu attendes que ce soit 6-0 pour le sortir, sinon tu l'envoies sur la liste des blessés. Tu as un gars qui revient de blessure, puis tu te dis, moi, je veux lui donner une limite de 70 tirs, ça donne à peu près 4 manches. Tu peux pas l'amener tout de suite. Parce que là, s'il lance juste 4 manches, il faut qu'il en lance jusqu'à 6, sinon il faut qu'il retourne sur la liste des blessés pour pouvoir le sortir. Si tu as des blessures, puis tu te dis, hey, exceptionnellement, aujourd'hui, j'y vais avec un bullpen day. Tu peux pas parce qu'il faut que ton releveur lance 6 manches. Moi, c'est ce que je reproche, Sébastien, c'est qu'il n'y a aucune place à la nuance. Ça va prendre de plus en plus de profondeur. Qu'est-ce que les équipes recherchent toutes, là? Qu'elles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes, ça recherche de la profondeur dans le personnel de lanceurs, mais surtout dans la rotation. Là, ça t'en prendrait plus que plus des releveurs, des lanceurs partants. Puis pas juste des lanceurs partants que tu te dis, ah, donne-moi un 4-5 manches, puis je vais aller dans le relève. Non, parce qu'il faut que ton lanceur partant lance absolument 6 manches. Fait que moi, c'est de l'obliger 162 fois par année, à moins de se faire traverser ou à moins d'une blessure. C'est là que je me disais, mon Dieu, ça pourrait devenir dommageable à un certain point. Oui, c'est sûr et certain que ça va prendre des ajustements à cette règle-là. De toute manière, elle n'est pas en place. C'est seulement des discussions. Non, Mais d'un autre côté, je comprends ton point que si tu vas amener un lanceur qui était en réhabilitation, tu ne peux pas le faire. Mais tu sais, pourquoi il ne ferait pas son départ comme par le passé dans les mineurs, puis quand il arrive dans les majeurs, il est vraiment prêt. Si tu voulais y aller avec un bullpen day, pourquoi ça ne donnerait pas l'occasion à un jeune, justement, d'avoir cette occasion-là de performer dans les majeurs? Puis peut-être que les équipes seraient moins encline à garder les jeunes dans les mineurs pour pas avoir à les payer plus tard puis à gagner une année de service. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui sont attachées à ça qui peut-être amélioreraient le spectacle. Les lanceurs devraient passer à travers l'alignement offensif adverse probablement au moins 3 fois dans la plupart des cas. Donc, la 3e fois, on le sait que c'est plus difficile. Peut-être qu'on aurait plus d'offensives. Donc, c'est pas parfait. Puis comme je mentionnais, ça prend des ajustements, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. En même temps, Pascal, moi, ce que je me dis, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau règlement, l'être humain, à la base, est réfractaire au changement, puis éventuellement, ben, tu n'en entends plus parler. Exemple, là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec le cadran des lanceurs. Évidemment qu'il y en a encore qui n'aiment pas ce cadran-là, mais
on n'entend pas de grandes levées de boucliers pour dire hey, le cadran, il faut que ça cesse. Les gens se sont quand même habitués. Donc, est-ce que ça ferait ça? Peut-être. Puis peut-être qu'on finirait par s'habituer ou à s'adapter. Comme Matt l'a dit, s'adapter peut-être avec une rotation à 6 lanceurs partants. Peut-être que ça irait vers ça. Surtout que si tu as encore droit à 13 lanceurs puis que tous tes lanceurs lancent au moins 6 manches de travail, ça se peut que tu aies besoin d'un petit peu moins de lanceurs en relève. Ça se peut que tu aies moins besoin d'avoir un lanceur qui lancerait en longue relève, par exemple. Donc, peut-être qu'on pourrait s'habituer à ce niveau-là, s'adapter, excuse-moi, en y allant avec une rotation 6 partants. Tu sais, je pense que ça chialerait au début, mais on finirait peut-être par trouver notre compte à un certain point aussi. Ben, on s'habituerait assurément, mais moi, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que le baseball majeur va gérer à la place des gérants, va enlever une partie de la stratégie. Kevin Cash va assurément prendre sa retraite de façon prématurée avant même ce règlement-là, parce qu'il va se dire, moi, je sers à quoi maintenant? Blake Snell aussi. Exact. Fait que moi, c'est ce qui me dérange, c'est que le baseball majeur prenne des décisions qui viennent à l'encontre un peu de la marge de manœuvre qu'un gérant peut avoir. Le gérant, dans le baseball majeur, actuellement, il sert à quoi au juste? À donner le signal d'un changement, à se faire mettre dehors parce qu'il crée après l'arbitre, et ainsi de suite. Moi, je trouve ça dommageable par rapport à ça. C'est qu'il y a des bons gérants qui vont peut-être dire, ben regarde, moi, ma carrière se termine là. Puis c'est vrai que de plus en plus, on se dirige vers une ère où les gérants ont moins leur mot à dire. Tu sais, tu parlais de gérer à la place du gérant. C'est juste des règlements comme un nombre de visites qui est limité au lanceur partant, ben, tu peux plus avoir cette opportunité-là, ou du moins un petit peu moins souvent durant les matchs. Le fait de devoir garder les lanceurs de relève pendant 3 frappeurs à moins de terminer la manche, ben ça aussi, ça t'enlève la possibilité de se dire je vais amener un spécialiste gaucher pour un gars puis le sortir après. Évidemment, on s'entend que des fois, c'était exagéré, puis ça faisait en sorte que le match était retardé, mais c'est toujours dans l'objectif de se dire on va amener de l'offensive puis on va réduire le temps des matchs. Dites-vous ça, quand Rob Manfred, Sébastien prend une décision, c'est souvent dans ces objectifs-là. Générer de l'offensive, réduire le temps des matchs. Oui, exactement. On interdit les défensives spéciales, on agrandit les buts, donc tout va dans cette direction-là. Puis je comprends ton point, Pascal, c'est pas faux. Tu sais, les gérants, présentement, c'est l'état-major, c'est le deuxième étage qui prend les décisions avant les matchs, peu importe ce qui arrive. Donc, déjà, les gérants n'ont pas beaucoup de décisions à prendre. Mais d'un autre côté, si je prends par exemple, l'exemple des Yankees, est-ce qu'on veut voir Garrett Cole se faire retirer en deuxième manche parce qu'il a donné 4 points pour embarquer Mike Tompkins sur la butte, ou on veut que Garrett Cole continue, même s'il a donné 4 points, il n'a pas nécessairement une bonne soirée, mais on veut voir Garrett Cole être sur la butte, puis le match n'est pas terminé à 4-0 en deuxième manche, là. Le Évidemment. baseball, c'est jamais terminé. Donc, il y a un peu de ça. Est-ce qu'on est dans un entre-deux? Probablement. Mais c'est ça. Il y a plusieurs choses qui sont rattachées à cette hypothétique nouvelle règle. Au salaire que les 3 premiers lanceurs de chaque rotation, ou même les 4 premiers lanceurs de chaque rotation gagnent, tu dis il faut au moins qu'ils lancent 6 manches par départ pour qu'ils gagnent leur argent. Oui, tu as raison. On veut voir Garrett Cole au moins 6 manches et non pas voir un releveur en deuxième manche parce qu'il a connu un mauvais départ. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tous les règlements de Manfred actuellement, vous venez de le dire, c'est pour améliorer le spectacle, c'est pour réduire le temps de jeu, et ainsi de suite. Mais c'est du baseball bâti pour Ellie de la Cruz. On va en voir arriver des joueurs comme ça dans le baseball majeur, des joueurs spectaculaires, parce que le jeu est maintenant bâti pour eux. J'espère qu'on n'oubliera pas trop les lanceurs dans tout ça parce qu'on dirait que c'est souvent les victimes de ces changements-là. Ou tu sais, quand on change les balles aux 2 semaines, là, il n'y a pas assez de circuit, fait qu'on va les changer. Puis les lanceurs, ils arrivent une année, puis ils arrivent au camp d'entraînement, puis ils disent ouais, peut-être que la balle, ouf. Puis là, tu l'essayes, puis tu vois qu'elle voyage bien, puis tu dis OK, ça va être ce genre d'année-là, ils ont décidé de mettre un peu de jus dans les balles. Fait que tu sais, je trouve que les lanceurs sont souvent ceux qui finissent par écoper. On leur met un cadran, on l'appelle le cadran des lanceurs. Évidemment que ça affecte les frappeurs aussi, puis qu'ils peuvent avoir certaines pénalités, mais c'est principalement pour le lanceur, le nombre de lancers que tu peux effectuer sur les coussins quand il y a un gars. Donc, tu sais, j'espère qu'on les oubliera pas. C'est ça l'essence du message, mais à la base, je suis curieux de voir comment cette idée-là pourrait se matérialiser. Sébastien, on a plusieurs questions qui sont en attente, certaines depuis un certain moment, donc allons-y avec la période de questions.
Je m'installe le classement devant moi parce qu'on a une question ici de Luc Alexandre. Pensez-vous que les Mets de New York vont réussir à rentrer dans les playoffs? Je te pose la question, Pascal. Présentement, les Mets de New York qui sont à 2 matchs des Braves d'Atlanta qui détiennent le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Donc, évidemment, les Phillies, les Dodgers et les Brewers qui dominent leur division. On a parlé par la suite des Diamondbacks et des Padres qui ont 4 matchs et demi d'avance sur les Braves d'Atlanta qui détiennent la dernière place en série. Et par la suite, on a les Mets qui sont à 2 matchs des séries. J'ai l'impression que s'ils font les séries, ça va être au détriment probablement des Braves d'Atlanta. Donc, ça va être dur quand même là, de sortir Atlanta, même s'ils n'ont vraiment pas une bonne saison, les Braves, puis que ça se peut qu'ils manquent les séries. Mais penses-tu que les Mets de New York peuvent se qualifier en séries éliminatoires? Est-ce qu'ils ont le club pour le faire? Ben, ils ont des minces chances, du moins. Ça va se passer beaucoup dans l'Ouest. On a parlé du topo de l'Ouest tout à l'heure. Dans l'Est, on parle de 3 équipes. Ça ne viendra pas de la centrale, évidemment. Mais ils ont des chances. Puis l'équipe qu'ils doivent surclasser, qu'ils doivent dépasser, c'est les Braves d'Atlanta. Les Braves n'ont pas un niveau de jeu à la hauteur de ce que les partisans s'attendaient d'eux, puis même les amateurs de baseball en général. Mais je crois que les Braves vont connaître une meilleure fin de saison que les Mets de New York. Donc, ça va peut-être coûter les chances là, aux Mets de participer aux séries cette année. Puis ça, c'est à l'avantage d'une équipe de l'Ouest, évidemment. Là. On verra ce que ça va donner. On s'attendait pas à voir les Mets nécessairement en série cette année. Le plan qui avait été vendu à Max Scherzer et à Justin Verlander pour qu'ils acceptent de lever leur clause de non-échange, c'est de se dire justement, on ne gagnera pas nécessairement cette année, donc si vous voulez aller voir ailleurs. Et ironiquement, un gars comme Max Scherzer pourrait rater les séries ou devrait rater les séries en fait Oui. avec les Rangers du Texas en regardant les Mets se qualifier. Sébastien. Question de maths ici. Le closer des Guardians, Emmanuel Classé, selon certains médias, pourrait gagner le Cy Young cette année. Est-ce une réalité ou une fiction? J'ai vu certains commentaires qui suggéraient qu'il pourrait avoir certains votes. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des votes qui gagnent le Cy Young. Je pense que c'est un stretch, là, surtout considérant qu'il y a un certain Tarek Skubal là, qui évolue dans la même division que lui d'ailleurs. Donc, qui gagne le Cy Young, moi, Matt, j'y crois. Moi non plus, mais tu as mentionné Skubal. Si Skubal n'était pas là, je crois que c'est Classé qui le remporte par contre, parce que s'il y a une saison extraordinaire, puis il est tellement dominant, il arrive sur la butte, c'est terminé. Le match est terminé, tu sais que les Guardians vont gagner. Donc, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, mais on ne peut pas passer outre la saison de Terry Skubal qui, tu sais, on l'attendait, Skubal, on savait qu'il y avait du potentiel, on ne savait pas quand ça allait débloquer, mais là, ça débloque, puis les Tigers l'ont pour plusieurs années. Pour quelques années à tout de moins. Là. Donc, c'est vraiment c'est un lanceur qui est constant, qui le fait tout au long de la saison. Donc, c'est vraiment lui qui mériterait d'avoir. À moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le prochain mois et demi, là, mais je serais très surpris. Pascal, on a une question de William Berbé ici qui nous demande les Cubs qui ont été acheteurs à la date limite et qui ne sont pas en série et pas sur une bonne séquence, vous en pensez quoi? Je regarde présentement le classement en date de jeudi soir. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont derrière les Cubs là, dans la nationale. Il y a les Pirates, il y a les Nationals et il y a les très puissants Marlins et Rockies du Colorado. Les Cubs qui devraient dépasser 1, 2, 3, 4, 5 formations pour se qualifier en série sont à 5,5 matchs des séries, devancés par les Cardinals, les Reds, les Giants et les Mets, qui sont tous des équipes devant Chicago présentement et qui ne sont pas en séries éliminatoires. Pas la saison qu'on attendait avec l'arrivée d'un Craig Counsell en grande pompe. Non, puis c'est à se demander si les Cubs ont eu vraiment une bonne séquence parce qu'ils sont beaucoup en dents de scie. Puis ça fait que leur fiche est ce qu'elle est actuellement. Puis je me demande, est-ce que les Mets, est-ce que les Cubs avaient vraiment le choix de regarder passer la parade et de se dire, ben écoutez, on va faire avec ce qu'on a dans l'alignement, on va se croiser les doigts, on n'est pas dans une division forte, on a des chances parce que tout le monde pouvait prendre la centrale ou du moins finir meilleur deuxième. Ils ont joué le tout pour le tout. Puis moi, je pense qu'ils devaient se mettre du côté des acheteurs à la date limite des transactions. Puis c'est toujours un coup de dé. Hein. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Puis il faut croire que pour les Cubs, cette année, ça ne leur a pas fonctionné. Est-ce que ça va faire une équipe compétitive qui va pouvoir compétitionner dès l'an prochain? Ben, on peut se permettre d'y croire, mais
les Cubs n'ont pas beaucoup d'identité. Hein. Moi, c'est ce que je déplore un peu chez cette équipe-là, c'est qu'on n'est pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce que représentent les Cubs actuellement. C'est-tu une équipe qui est basée sur l'offensive? C'est-tu une équipe qui est basée sur la défensive? C'est-tu une équipe qui peut suivre sur ses lanceurs à chaque départ? C'est difficile d'avoir une réponse à ces trois questions-là, en fait. Puis on n'a pas de receveur non plus. On n'a pas de receveur à Chicago. On a tenté d'aller chercher Logan O'Hoppe à Los Angeles avec les Angels. Évidemment, les Angels ont refusé, mais on n'a pas de receveur. Donc, on n'a pas de ce meneur-là, au moins pour diriger les lanceurs et défensivement. Donc, ça ne part pas très bien. On le sait qu'on doit adresser cette lacune-là. On l'a essayé, mais ça ne veut pas dire qu'on va en avoir un l'an prochain nécessairement. Donc, est-ce que la fenêtre va s'ouvrir peut-être seulement dans 2 ans? On savait que cette année, ce n'était pas nécessairement l'année des Cubs, que ce serait probablement une année de transition plus. Mais là, c'est un petit peu moins. Là. Fallait au moins se battre pour les séries éliminatoires un petit peu plus vigoureusement que ça. Là. C'était la suite logique de l'an passé, puis finalement, c'est pas arrivé. On dirait qu'on est moins solide sur le monticule, donc on verra ce que ça va donner pour la suite des choses. Sébastien, il y a une question qui a été adressée à Jean-Michel Gauthier, probablement en réponse à un commentaire en tant que tel. J'ai juste la liste de toutes les questions, donc je peux pas voir si ça a été répondu à quelque chose, mais j'imagine, compte tenu du fait que c'est à Jean-Michel, mais moi, je déroge un peu et je te la pose à toi. C'est quand on parlait de Tristan Casas tantôt. Est-ce que tu préfères avoir Casas ou Spencer Torkelson des Tigers de Détroit au premier but? Ben, je te dirais pour le potentiel Torkelson, mais pour ce que présentement on voit, certainement Casas. Torkelson, on l'attend depuis tellement d'années, puis on dirait qu'il n'est pas capable de prendre sa place dans le baseball majeur. Il se promène en haut, en bas. Il y a quelques flashs. On dirait que pendant un certain temps, c'est un joueur des majeurs établis, puis tout de suite après, mais il retombe dans ses bons vieux travers. Donc, pour la constance, pour ce qui amène dans une jeune formation, présentement, je prends Casas. Pascal, on a une question ici de Sylvain qui nous écoute via YouTube. Est-ce que la récente léthargie au bâton d'Abraham Taureau est reliée à sa blessure qu'il avait eue durant le mois de juillet? Taureau qui produit moins qu'il produisait en début de saison. Donc, est-ce que tu penses que c'est attribuable à ça ou tu te dis, ben écoute, c'est un joueur qui jouait peut-être un peu au-dessus de sa tête depuis le début de la saison et qui là redevient peut-être aux normes qu'on avait vues dans les dernières années? Comment tu vois ça pour Abraham Taureau? Ben, c'est long une saison de baseball. Là. C'est difficile d'avoir une pente un petit peu ascendante là, du début jusqu'à la fin. Il y a les frappeurs de 300, il y a les joueurs qu'on a nommés tout à l'heure, les Aaron Judge de ce monde, les Juan Soto de ce monde. Évidemment, Abraham Taureau n'est pas dans cette catégorie. C'est difficile de maintenir une cadence. Quand tu ajoutes une blessure à ça, ben, c'est un peu normal que tu en ressentes les conséquences. Puis, il y a toujours des baisses de régime aussi là, qui sont attribuables à une foule de facteurs. Mais déjà, d'être dans le baseball majeur, c'est un accomplissement en soi. Puis moi, je lui lève mon chapeau parce qu'il a quand même, dans les circonstances, en jouant avec une équipe qui, malgré tout, réussit à gagner sa part de match. Là. Les Aces, c'est pas la risée du baseball majeur cette année, on s'entend là-dessus. Puis il y a beaucoup de nuages noirs qui ont circulé au-dessus de leur tête au cours des dernières années, déménagements et ainsi de suite. Jouer dans un stade qui est désuet, ben, chapeau Abraham Taureau, puis on ne peut que se féliciter de ses succès de cette année. J'ai hâte de voir comment il va finir la saison. Ça pourrait peut-être l'aider aussi là, en vue de la prochaine campagne. Ce genre de joueur-là, il faut qu'il fasse ses preuves. J'allais dire à chaque année, mais dans les faits, c'est à tous les jours. Il faut toujours se prouver. Donc, il a démontré en début de saison qu'il était capable de le faire. Je pense qu'il est capable de revenir à ces standards-là d'ici la fin de la saison. Sébastien, question de mon père ici. Paul Skeens peut-il être à la fois le gagnant du trophée Cy Young et recru par excellence? Cy Young, non. Il n'y aura pas assez de manches lancées à mes yeux. Il ne mérite pas de gagner le Cy Young cette année. Il va peut-être se mériter quelques votes s'il continue puis qu'il lance jusqu'à la fin, mais le gagner, non. Mais recru par excellence, c'est intéressant parce que pour moi, il est mon candidat. Mais il y a quand même un débat qui est intéressant dans la nationale parce que on parle beaucoup de comparer des pommes et des oranges et des bananes et plein de beaux fruits délicieux, mais si différents à comparer. Tu regardes un Paul Skeens comme ça, comparé à Shotei Manoga, tu dis, OK, c'est deux lanceurs,
mais il y en a un qui est arrivé un petit peu plus sur le tard, puis l'autre a une dizaine d'années d'expérience au Japon. Donc, c'est le fameux débat, un gars qui arrive du Japon, est-ce qu'il mérite de gagner le titre de recrue de l'année? Et là, tu compares ça à un gars comme Jackson Merrill, qui est un joueur de position qui a pris la position de champ-centre un petit peu sur le fly, comme on dit. Donc, vraiment, au camp d'entraînement, il a dit, il y a un trou dans le champ-centre, vas-y. Il a fini par se sauver avec le poste. Donc, comment tu compares toutes ces données-là de dire un joueur de position, un lanceur qui vient du Japon, puis un lanceur qui est super, super, super dominant, mais qui n'a pas commencé la saison? Tu sais, c'est quand même, c'est dur à comparer. Là. C'est pas juste, je compare un arrêt-court puis un troisième but, ça se ressemble un peu. Là. C'est vraiment trois profils complètement différents en ce moment. On ne peut pas les comparer. C'est au niveau de l'âge, on ne peut pas. Au niveau des positions, on ne peut pas. On a des lanceurs, des joueurs de position. On peut ajouter Chourio à la discussion. Donc, c'est vraiment difficile de les départager. Oui, je pense que présentement, Skenes devrait remporter ce titre-là. Par contre, s'il ne termine pas la saison, on sait que les Pirates voulaient le garder là jusqu'à temps qu'il se sorte de la course. Là, ils sont en train de se sortir tout ça de la course aux séries. Donc, est-ce qu'on va diminuer la charge de travail de Skenes? C'est peut-être là que ça pourrait jouer. Je ne pense pas qu'on doit enlever de la valeur à ce que Imanaga fait parce qu'il est plus âgé et il arrive du Japon. C'est vraiment très bien ce qu'il fait. Mais si Skenes termine la saison, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui peut aller chercher le titre. Puis pour le Cy Young, j'ai pas l'impression qu'il peut être dans la course. Est-ce qu'il peut recevoir quelques votes? Peut-être. Mais il manque un petit peu de millage pour pouvoir remporter ce trophée-là. Pascal, de ton côté, comment tu vois ça, cette course-là de recrue de l'année? Ben, quand vous dites que c'est difficile de comparer des pommes et des oranges, moi, je vous ajoute un commentaire à ça. Jackson Merrill, il joue à tous les jours, tandis que Paul Skenes, il ne joue pas à tous les jours. Mais tant qu'à ça, il faudrait disqualifier systématiquement tous les lanceurs de la course à la recrue. Puis il n'y a pas de règlement qui empêche un lanceur de 30 ans d'être éligible au titre de recrue de l'année. Donc, on ne peut pas disqualifier Imanaga également. Mais moi aussi, Skenes aurait mon vote pour le titre de recrue de l'année, mais j'aime bien Jackson Merrill pour ce qu'il apporte aux Padres de San Diego. Puis je présume que ça doit être un joueur d'arrêt-court parce que c'est tous des joueurs d'arrêt-court à San Diego. Là. C'est un joueur d'arrêt-court. C'est un joueur d'arrêt-court, mais moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de dynamisme. C'est un dynamo. Là. C'est vraiment, il apporte une énergie différente. Il apporte une énergie positive comparativement à certains autres joueurs des Padres actuellement. Fait que ça va se jouer entre ces deux-là. Puis actuellement, je crois que Skenes a le titre, puis c'est à lui de le garder ou de le perdre, tout simplement. Oui, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, en parlant de Jackson Merrill, j'ai envie de dire chapeau aux Padres qui avaient vraiment pas beaucoup de voltigeurs pour commencer l'année. Que Fernando Tatis Jr., bon, s'est établi dans la droite depuis quelques années, ça va bien. On réussit à transformer Merrill et on réussit à faire des miracles avec Jurickson Profar dans le champ gauche. Donc, chapeau à ce club-là qui a pris 3 joueurs d'arrêt-court, qui les a étalés un petit peu partout dans le champ, puis finalement, ça donne une recette qui fonctionne bien. Évidemment, Tatis a manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure, mais quand même, là, c'est un club qui est au plus fort de la course aux séries, puis c'est tant mieux pour cette équipe-là parce que c'est le fun quand San Diego est fort. Puis Profar, ça, c'est le gars que personne ne voulait, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, okay, c'est le gars qu'il y a 10 ans, tu te disais, hey, lui, il va être quelqu'un, puis finalement, oui, ben, il est devenu, mais en 2024. C'est lui. Dernière petite question que je te soumets, Pascal. Un journaliste américain a parlé de la possibilité, après que la Série mondiale, le champion du baseball majeur affronte le champion de la Ligue du Japon, que ce soit à Paris, à Londres ou à Honolulu, dans un territoire neutre. Aimerais-tu ça? Puis jusqu'à quel point c'est réaliste aussi de penser que des champions comme ça pourraient s'affronter, mais ce serait excitant quand même. Bien, on a eu la même réflexion au hockey il y a quelques années, là, à savoir, on prend le champion de la Ligue nationale, on va le faire jouer avec le champion de la Finlande ou de la Suède ou peu importe. Est-ce que j'aime ça? Oui, c'est toujours spectaculaire. Ça démontre la comparaison qui peut exister entre deux ligues. On pourrait même ajouter la Corée à la discussion parce que le baseball en Corée, le niveau du baseball en Corée a augmenté au cours des dernières années là, de façon spectaculaire. Mais selon moi, il y a peu de chances que ça arrive. Là, on est dans un mode de match de début de saison qui se passe un peu partout sur la planète. Je pense qu'on va conserver peut-être
cet aspect-là de dire on débute la saison avec une série en quelque part dans le monde, mais de prendre le champion de la série mondiale, d'aller le faire jouer contre le champion de la Ligue du Japon, je ne sais pas. J'ai mis certains bémols par rapport à ça. On s'entend que c'est pas nécessairement réaliste. Ce serait le fun, mais ceci étant dit, Sébastien, tu regardes ça aussi, à quel point les gars seraient motivés. Tu sais, ça dépend de l'importance qu'ils donneraient bien à ce trophée-là. Là. Tu sais, si toi, ton but, c'est de gagner la série mondiale après ça, si tu t'en fous du trophée, peu importe comment tu l'appelleras, ben, si ça donne pas un bon calibre, on n'est pas plus avancé non plus. Non, exactement. Puis à la limite, il faudrait que ça soit au début de la saison suivante. Un peu comme on a fait avec une série en Asie. Puis là, mettons que tu joues contre le champion du Japon, puis après ça, 2 équipes du baseball majeur s'affrontent, mais ça ne sera pas le même club champion que l'année dernière. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens. C'est sûr et certain qu'après la saison, pour moi, c'est vraiment pas réaliste. Mais à savoir, est-ce que ça serait plaisant? Du baseball de plus, on dit toujours oui, mais réalistement, je pense pas. On a toujours ces idées-là de se dire comment on pourrait ajouter du baseball de plus, que ce soit avec les Olympiques qui viennent de finir, on veut voir le baseball majeur aux Olympiques, puis c'est facile de se dire on va réduire à 150 matchs cette année-là, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc ces projets-là sont beaux sur papier, sont le fun, ils donnent le goût de rêver, mais j'ai de la difficulté à me l'imaginer en effet, même si pour vrai, ça me tenterait de voir ces matchs-là. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Toujours un grand plaisir de t'écouter parler de baseball. Merci les gars. Toujours Merci, un plaisir Pascal. d'être avec vous. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, à tous les auditeurs qui commentent aussi durant les lives, les jeudis soirs sur Facebook, sur X et sur YouTube. Toujours un plaisir d'interagir avec vous. Là, ça rend le tout beaucoup plus amusant. C'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Puis j'aime ça, ce format-là, Sébastien. Je sais pas toi, là, mais. Oui, on va se lancer des flashs. Je pense qu'on a choisi le bon format. Hein? That's it. Donc, merci à ceux qui nous écoutent en direct et à ceux qui nous écoutent, Sébastien, sur toutes les bonnes plateformes aussi de podcast. Oui, sur les 3 plateformes où on est présentement en direct, mais également, comme tu l'as mentionné, sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, Amazon Music. Si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez nous trouver et bien sûr sur notre site web, passionmlb.com. D'ailleurs, à ce niveau-là, on avait un commentaire tantôt de Julien que j'ai oublié de montrer qui nous disait justement que c'est un plaisir de nous retrouver. Vive Passion MLB et merci pour cette superbe émission. Merci beaucoup là, de nous écouter, que ce soit en direct ou non. C'est toujours un grand plaisir. Donc, c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été là. On vous souhaite une excellente semaine de baseball et puis on se retrouve la semaine prochaine.